bienvenue dans la saison 3 de Radio VGL. Mon invité du jour est le pilote d'endurance Paul-Loup Chatin. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ses premières années en karting, sur sa passion pour le ski ou sur ses succès récents qui font de lui l'un des meilleurs pilotes français d'endurance. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 1 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bucherer Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bucherer Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 m², c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 boulevard des Capucines à Paris. La maison Bucherer propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, je vous invite vivement à aller y faire un tour. Salut Paul-Loup. Salut Arnaud. Merci de me recevoir chez IDEC. Exactement. Avec cette magnifique vue sur je ne sais quelle superbe église. Ouais, je sais pas non plus laquelle c'est, pour être content. Si on était aux étages supérieurs, on aurait une vue sur tout Paris, mais c'est déjà pas mal. On est déjà pas mal, on a vu sur les toits. Paul-Loup, tu t'appelles Paul-Loup Chatin. C'est ça. Et tu es à la fois contrôleur de gestion et à la fois pilote. L'un des pilotes d'endurance, je dirais, les plus en vue en ce moment en France. Un peu quand même. Ouais, on est un petit nombre de Français en effet à s'être orientés vers l'endurance. Et l'endurance est assez porteur en ce moment. Donc oui, je fais partie des pilotes français en vue en endurance en ce moment. Et donc, on a eu le plaisir de se rencontrer il y a quelques temps sur une OP Cupra. Exactement. Puisque tu es aussi, je dirais, ambassadeur. Ambassadeur. Ambassadeur, ouais. Et puis, on se croise de temps en temps, très souvent, avec grand plaisir. Et puis, je suis allé te voir cette année au 24 heures du Mans. Et puis, je me suis dit, ça pourrait être sympa de t'avoir pour le retour de Radio VGL, parce que là, on est sur le premier épisode de la saison 3. Donc tu portes le succès de cet épisode sur tes épaules. Beaucoup de pression. T'as beaucoup de pression. Comme j'ai dit à tous les autres invités, je vais te demander de me parler un peu de toi, de ta vie jusqu'ici. Tu dois remonter jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux, comme je dis toujours. Voilà, donc d'où tu viens, Paul-Loup? Alors, je viens de la Beauce, et d'un petit village perdu entre... je vais prendre une fourchette large, mais entre Chartres et Orléans. Ouais. Tout simplement parce que mes parents sont paysans. Ok. Et c'est un peu ce qui va déclencher un parcours atypique ensuite chez moi. Mais en tout cas, j'ai fait toute mon enfance en pleine Beauce, jusqu'à mon bac. Et après, j'ai un petit peu dérivé sur Paris. Et t'avais construit un circuit dans la Beauce? Je m'étais fait alors pas un circuit de karting, mais un circuit de motocross. Ok. C'est-à-dire que on a de la chance à avoir de l'espace quand on est à la campagne et encore plus quand on est fils de paysans. Et donc, je m'étais fait un petit circuit avec 2 virages qui, lui, étaient permanents. Mm-hmm. Et puis, par contre, c'était sur un espace qui donnait sur un champ. Et donc, dès que la récolte était passée, j'agrandissais grandement le circuit et je profitais de bennes de terre pour rajouter des sauts, etc. Et donc, comment t'en es arrivé là alors? Comment le petit Paul-Loup en est arrivé à faire du sport auto? C'est le hasard total. Ouais. Il n'y a pas de passion familiale? Aucune. Bien évidemment, malgré tout, depuis que je suis tout petit, avec mon père, on regardait tous les dimanches les Grands Prix de Formule 1. On aimait aussi énormément suivre le Paris-Dakar. Et si j'ai une première passion de l'automobile, c'est sans doute le Paris-Dakar qui est ma première passion, peut-être parce que aussi étant fils de paysan, depuis que je suis tout petit, je suis au milieu de grands espaces dans les champs en étant en 4x4 avec de la poussière. Et peut-être que je me faisais un rapprochement avec le Paris-Dakar. Mais Paris-Chartres, là. Voilà, c'est ça, le Paris-Chartres. C'est le Paris-Chartres tout plat, sans beaucoup de sable, mais un peu de poussière. Et donc, t'es skieur aussi? Exactement, et donc, c'est le ski qui m'a amené finalement au sport automobile et au karting dans un premier temps. En fait, ça peut être assez simple quand on est... c'est pas simple du tout, mais il y a quand même une certaine logique derrière. Quand on est fils de paysan,
on a quasiment aucune vacances l'été parce que c'est la moisson. C'est la moisson, c'est le moment fort de la saison pour les agriculteurs. Par contre, souvent les paysans, les agriculteurs ont un peu plus de temps libre l'hiver et donc depuis tout petit, j'ai eu la chance d'aller régulièrement à la montagne, au ski, et je suis compétiteur, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, et je l'étais peut-être encore plus étant petit, en tout cas dans tous les domaines, dès que je faisais n'importe quoi, il fallait que je gagne. Et j'ai commencé du ski comme monsieur tout le monde, et puis j'ai eu une certaine sensibilité avec le ski, ça marchait plutôt bien. Et donc petit à petit, par pur hasard, mais je me suis mis à faire de la compétition de ski. D'accord. Jusqu'à un bon niveau. T'avais quel âge ? En gros, j'ai fait de la compétition, de la vraie compétition, entre guillemets, de mes 9 ans à mes 13 ans. Où je dis 9 ans, c'est qu'on est encore dans des courses d'enfants, et puis 13 ans, j'ai été juste la Scara, qui est le championnat d'Europe pour les jeunes. Donc voilà, quand même à un niveau qui commençait à être vraiment intéressant, et c'est à cet âge de 12-13 ans où on m'a demandé tout simplement d'aller habiter à la montagne pour intégrer le pôle espoir et espérer avoir une carrière en ski alpin. Et alors ? Mes parents ont refusé. Mes parents ont refusé parce que eux, en tout cas, ne pouvaient pas déménager. Il fallait que je parte à 12 ans de chez moi. Être séparé, c'est dur quand même. C'était... comment ? Être séparé, c'est dur, quoi. À 12 ans de ses parents, c'est dur. J'étais peut-être pas assez mature aussi pour faire le choix moi-même. Et donc... à 12 ans, c'est compréhensible. C'est compliqué, voilà. Mes parents ne voyaient pas non plus un avenir énorme dans le ski alpin. J'ai la chance d'avoir des amis et des connaissances, pour le coup, skieurs, qui m'ont montré que c'était un sport magnifique, mais un sport très dur aussi. Donc c'est sans doute c'est la raison un petit peu qu'a guidé mes parents à ce moment-là. Bon, après, les grands skieurs, c'est souvent des locaux, quoi. C'est souvent des locaux. C'est sûr que... T'aurais été certainement le premier grand skieur de la Beauce, quoi. Ou en tout cas, j'aurais été confronté à Alexis Pinturo, parce qu'on est de la même génération, donc j'aurais eu du mal à le surpasser, ça c'est sûr. Mais voilà, et je me suis retrouvé un petit peu chez moi. Pour ceux qui... Parce que j'ai dit la Beauce, mais peut-être que certains ne connaissent pas la Beauce, mais la Beauce, c'est une partie qui est au sud de la région parisienne, et qui est une partie extrêmement plate de la France, qui est dédiée quasi exclusivement à la culture. Exactement. Et voilà, et donc il y a la Beauce, ça commence au nord de la Loire, et puis après ça se termine avec la Normandie, quoi. C'est le Perche, enfin voilà. Donc voilà, c'est très très plat. Donc c'est pour ça que faire du ski en Beauce, c'est un peu dur. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc après, tu disais par rapport à... Ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, je me suis retrouvé à être tout le temps en déplacement pour des courses de ski. Donc à la fois l'hiver, mais aussi les étés, c'était des stages sur les glaciers à Tignes, aux Deux Alpes, à la Toussaint, à finalement avoir une vie qui d'un coup s'est retrouvée beaucoup plus calme. Et donc je m'ennuyais. Alors j'ai toujours fait d'autres sports, du tennis, du foot, enfin j'arrêtais jamais. Mais j'avais plus cette compétition réellement qui m'animait. Et puis ma mère s'est dit, mon fils il sera paysan de toute façon plus tard, et donc pour être un bon paysan, faut savoir être mécanicien. Et elle s'est dit, tiens, il y a une piste de karting à côté de chez nous, vers Angerville, qui est une excellente piste de karting. Une grande piste de karting, voilà, il y a les championnats d'Europe, championnats du monde, qui se sont déroulés à Angerville. Donc on va aller un après-midi comme ça faire du karting, voir ce que ça donne, en étant totalement novice dans le milieu, en n'ayant aucune conscience et connaissance des enjeux financiers qu'il y a derrière les sports mécaniques. Je pense que si on en avait eu connaissance, ma maman m'aurait emmené au tennis ou autre chose, mais on n'aurait pas été au karting. Si ta maman avait su, elle ne l'aurait pas fait, j'en suis sûr et certain. J'ai aucun doute là-dessus. Et donc elle m'a emmené, mais je suis arrivé, et c'est marrant parce que je devais avoir... C'était 2004, donc je suis 91, 2004, j'avais 13 ans. Et je me rappelle, je suis arrivé au karting avec mon survêtement de foot et avec les chaussures Puma de ma sœur, parce qu'à l'époque, il y avait eu la mode des Puma montantes, à moitié entre chaussures de sport automobile et chaussures de boxe. Et finalement les gens portaient ça dans la rue, et donc moi je me dis c'était la Puma de, enfin moi je l'ai eu, j'en ai même plusieurs paires, je les ai encore à la maison. C'était vraiment la Puma de pilote, quoi, tu vois, qui avait été transférée en modèle, qui avait cartonné d'ailleurs en modèle de ville, quoi. Totalement. Et pour le coup c'était homologué pour faire du karting. Bien sûr, j'en avais. Et quand j'ai couru moi en karting, j'avais ces chaussures là. Et peut-être t'as couru à Angerville aussi. Je suis pas, je me souviens pas avoir roulé à Angerville. Jamais. Non.
mais j'ai pas fait. Moi, je faisais le championnat régional de la région centre. Ouais. Et je crois que c'était pas dans les. Ouais, non, ça y était pas. Ça devait être Île-de-France, toi, t'as dû faire. C'est ça. Ouais, qui était une. Enfin, je sais pas si elle est toujours, mais en tout cas, qui était une sacrée ligue. J'étais une des C'était la plus, les plus relevées, ouais. La plus grosse ligue, Ouais. ouais, donc, On ira à Angerville un jour. Ouais, très cool. Et enfin bref, donc je suis arrivé comme ça, le monsieur m'a un peu regardé, il m'a dit mais on peut pas faire du karting en survêtement, donc je vais vous prêter une combinaison. J'avais pris mon casque de motocross de ma Piwi, donc il m'a dit bah non, je vais vous prêter un casque. Vos chaussures, bah tiens, si, pourquoi pas, allez-y, ça va y aller. Là, et ça puis il m'a tout prêté. Et il m'a dit bah on va faire 20 tours cet après-midi. Et puis on verra ce que ça donne. Et finalement, j'ai pas été du tout exceptionnel d'entrée, mais le ski alpin et le sport automobile ou le karting sont deux sports avec beaucoup de similitudes, des notions de trajectoire, de vitesse, de sacrifice d'un virage pour être plus rapide en sortie du virage. Ça reste du pilotage. Hein. Ça reste du pilotage, et ce qui fait que mes sensations étaient bonnes, et donc tout de suite j'ai été correct. Puis je pense que peu d'appréhension de la vitesse. Aucune appréhension de la vitesse. Ce qui fait que voilà, par rapport à une personne qui débute, j'étais plutôt très bon. Et donc le monsieur s'est dit bon bah, enfin en tout cas à la fin de la journée, a dit bah ce serait sympa qu'ils viennent tous les mercredis ou un mercredi sur deux faire du karting. Oui, il y a pas de, enfin qu'on se le dise, il y a pas de champion qui se révèle le premier jour. Non. Voilà, on n'est pas sur une grâce de Dieu. Hein. C'est bien d'accord. Tu découvres le milieu, tu fais tes gammes, tu apprends et ensuite. Voilà, tu te révèles, quoi, mais c'est pas... C'est exactement ça. Il y a des personnes qui ont des aptitudes meilleures que d'autres au début, mais c'est pas pour ça que finalement, ce seront les meilleurs plus tard, et donc inversement. Après, voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc j'ai vraiment commencé le karting où on me prêtait tout le matériel au plus bas niveau possible, sans aucune prétention d'accéder au haut niveau, et c'est ce qui a été un petit peu la ligne directrice de toute ma carrière. À aucun moment, tant que j'étais en karting, je me suis dit un jour, ça sera mon métier d'être pilote automobile, tout simplement parce que c'était pas du tout l'objectif de mes parents ni le mien, tellement ça nous paraissait inaccessible. Au début, inaccessible parce qu'on n'y connaissait rien, on savait même pas comment on pouvait devenir pilote professionnel plus tard. Et dans un deuxième temps, inaccessible quand on a commencé à connaître les besoins financiers pour pouvoir participer à ce sport. C'est énorme. Hein. Enfin, c'est totalement énorme. C'est gigantesque. Hein. Pour te dire, hein, je le cache pas, j'ai fait une demi-année donc où je faisais que des entraînements le mercredi. Et l'année d'après, mon coach m'a dit ça serait bien de faire 4 courses, le championnat Île-de-France l'année d'après. Et mes parents ont dit, on a dit ok, bah oui, 4 courses, sympa. Et là, on nous a dit, bah ouais, mais 4 courses, 4 000 €. Et pour monsieur et madame tout le monde, 4 000 €, c'est beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, j'ai dit à mes parents, et puis il faut aussi remettre en condition pour un enfant de 14 ans. Non, mais c'est totalement fou. Il y a aucun. Moi, j'ai fait plusieurs années de compétition, des quelques manches du France, enfin tu vois, donc vraiment je sais ce que c'est. J'ai dû dépasser plus de 10 000 même 15 000 € l'année, je pense que et à l'époque moi je m'en rendais pas du tout compte, tu vois. Bien sûr. Mais mes parents étaient voilà, je pense se sont vraiment sacrifiés pour le faire, mais par pur plaisir. Moi j'avais aucun objectif. Mais je pense que c'est le cas vraiment de beaucoup. Voilà, de beaucoup de familles. Et il y a des familles très riches, et c'est vrai que on les voit arriver. Et quand tu vas sur déjà moi dans ma ligue du centre, il y avait des gens qui arrivaient qui étaient carrément avec un motorhome, avec tu vois, quand tu fais une manche du France ou tu vas en Europe, alors là tu découvres des trucs, des gars qui arrivent en hélicoptère, enfin c'est juste dingue. Il y a deux mondes en fait. Ouais. Et donc non, c'est vrai que je comprends que en voyant ce monde, tes parents se sont dit voilà, c'est peut-être un peu beaucoup pour nous, quoi. Ouais, totalement. Après, donc j'ai dit à mes parents, écoutez, on va pas le faire, c'est un peu de la folie, et mes parents ont fait l'effort. On fait l'effort vraiment de m'aider cette première année pour commencer. Et puis après, j'ai eu la chance de faire des rencontres où la première année, c'est 4 000 €, la deuxième année, c'est 10 000 €. Donc la deuxième année, mes parents ont pu me financer la moitié, et puis ils m'ont aidé à faire des dossiers de sponsoring, et puis l'envoyer un peu à tous nos amis, finalement, tous nos contacts. On fait pareil. Pour boucler le reste. Et puis la troisième année, c'est 20 000 €. Et finalement, ce qui a été peut-être le maître mot de toute ma carrière en karting,
c'est de faire les bons résultats parce que fallait motiver les gens qui m'aident. Ouais. Et puis, c'est que des histoires de rencontres. Où à chaque fois, en démarrant la saison, je me disais de toute façon, même si tu gagnes, tu pourras pas passer au-dessus parce que tu n'auras pas les résultats. Et finalement, je gagnais, ou en tout cas, je me battais pour gagner. Ouais. Et puis, on rencontrait les bonnes personnes qui ont aidé mes parents dans cette quête permanente de trouver les financements. C'était quoi ta meilleure place en... Ma meilleure place, j'ai fait vice-champion d'Europe en 2008. Là, on n'est plus à 15 000 euros. Là, on n'est plus à 15 000 euros. Là, on passe sur des budgets. Alors, moi, je restais malgré tout. J'étais le pilote qui venait sur une manche de championnat d'Europe avec la tente, la toute petite tente pour un karting et le petit van à côté. Mais à côté de moi, en effet, j'avais des motorhomes monstrueux. Bah ouais. À côté de toi, quelques années avant, t'as Hamilton, c'est exactement ça. D'ailleurs, l'année où je fais vice-champion d'Europe, celui qui me double dans le... Non, celui qui fait troisième, c'est Oliver Rowland, qui est un pilote qu'on a vu qui est en F2 ou qui a fait de la Formule électrique, qui est un des top pilotes. Après, dans la catégorie en dessous, il y avait Carlos Sainz. Voilà, on est déjà tous les grands noms qu'on retrouve aujourd'hui, ils passent tous par le karting, donc on se croise très très tôt, et tous les pilotes qu'on voit actuellement au plus haut niveau, à un moment ou un autre, je me suis battu avec eux. Mais c'est sûr que les budgets, dès qu'on passe au niveau championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, j'ai envie de dire que aux 10 000 euros de la deuxième année, il faut rajouter un zéro, quoi. Ouais. Et quand tu as fait ces très bons résultats, tu avais une envie tu t'es peut-être dit, je vais peut-être aller plus loin? Toujours pas parce que... Toujours pas. T'es non. Toujours parce que quand même, il y a un moment où c'est quand même un sport qui génère, comme beaucoup de sports, qui génère énormément d'excitation, quoi. Enfin, tu vois, Bien sûr. de dépendance, si je puis dire, même. Et tu te dis pas, non, ça va devenir mon... Je veux pas... À ce moment-là, j'ai pas envie d'y croire. Ouais. Et je veux pas me le mettre en tête. Ouais. Donc je me le refuse catégoriquement. Okay. Et je me dis peut-être que j'aurai une petite carrière en tant que pilote professionnel, entre guillemets, dans le karting. D'accord. Mais je vais pas basculer en voiture. Parce que je savais qu'en voiture, les budgets étaient encore multipliés derrière. Et que c'était déjà qu'en karting, c'est démentiel. Mais en voiture, on passe dans des choses où on ose à peine évoquer les budgets, tellement c'est... Voilà, on parle en tout cas de 200, 300, 400 000 euros. Ouais. C'est le prix de maison, le prix d'appartement. Ouais, c'est la base. C'est quand même, voilà, c'est quand même compliqué. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que quand je suis là au top niveau finalement du karting mondial, que je fais des bons résultats, à ce moment-là, j'ai la fédération qui vient me voir et qui vient me demander, Paul Loup, ce serait intéressant que tu passes en voiture l'année prochaine. Ouais. Et donc, ça passe par l'Autosport Academy, qui est la F4 un petit peu, et qui est, pour un pilote français, et j'ai envie de dire pour les pilotes européens, c'était à mon époque, en tout cas, le passage un petit peu obligé pour accéder au plus haut niveau. C'est une forme de sport-études ? Alors, c'est une forme de sport-études sans les études, finalement. Parce qu'il y a pas les études qui vont avec, mais on est 20 pilotes donc tu restes dans la même structure. Tu restes scolarisé. Mais je reste scolarisé à côté. D'accord. J'ai passé mon bac en parallèle. Moi, j'ai toujours voulu garder mes études en parallèle. Et donc, tu as fait ça ? Et donc, j'ai été faire l'Autosport Academy. Mais c'était au Mans. En fait, l'Autosport Academy, elle est basée au Mans. Et après, on était sur un championnat qu'on appelait la F4 Eurocup, qui se déroulait, si je me souviens bien, la première manche, c'était à Motorland en Espagne. La deuxième manche, c'était à Spa-Francorchamps. Après, il y a eu Manicourt, il y a eu Hockenheim, Silverstone, Barcelone. Et je pense que j'ai cité même dans l'ordre toutes les courses du championnat. Mais où je me souviendrai toute ma vie, c'est que j'avais eu une discussion avec mon partenaire historique, qui est les baguettes de pain Rétro d'Or. Et il m'avait... si on vous mangez une baguette de pain Rétro d'Or, vous penserez à moi, parce que sans Monsieur Viron, j'aurais eu du mal à accéder où je suis, sans mes parents bien évidemment, et Monsieur Viron, j'aurais eu beaucoup de mal à en être où j'en suis aujourd'hui. Les baguettes ont financé en partie génial. En partie mon ascension. Et il m'avait dit, Alexandre Viron, à ce moment-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première année de voiture ne coûte pas plus cher
qu'une année de karting. Une année à l'Autosport Academy, à l'époque, c'était 100 000 euros. Et dans les 100 000 euros, il y avait 50 000 euros qui étaient des aides financières de la région. Et donc, finalement, ça nous revenait qu'à 50 000 euros. Et donc, on avait, grâce à mes partenaires, on avait la possibilité de financer cette première année. Et je me rappelle avoir dit à Alexandre Viron, non, je ne veux pas le faire, parce que même si je gagne, je vais encore faire qu'une année. Derrière, je ne pourrais pas monter dans les autres catégories parce que là, après le step, on passe d'une année qui nous aurait finalement coûté 50 000 euros à une année qui coûte 400 000 euros derrière. C'est incommensurable et impossible d'imaginer pouvoir trouver ces financements. Et à ce moment-là, il m'a dit, c'est simple, si tu ne veux pas le faire, j'arrête de t'aider. Et donc, demain, tu es étudiant et puis étudiant à 100% et puis dans 2 ans, paysan, quoi. D'accord. Et toi, t'avais une... Ma belle famille a une ferme aussi, donc je sais ce que c'est la vie dans une ferme et la reprise d'une ferme par les fils. Bien sûr. Je sais l'impact que ça a dans une famille, l'importance de la terre, etc. Et toi, t'avais vraiment envie de le faire ? Tu te disais que t'allais devenir agriculteur ? C'est dur de le dire parce que finalement, j'ai quand même eu le sport qui m'a guidé un petit peu toute ma vie et qui m'a... Parce que c'était le ski, après c'était le karting, donc même si je me projetais pas, mon quotidien était dans le sport en permanence. D'accord. Et c'est vrai que quand je voyais tous mes autres amis, fils de paysans, qui passaient beaucoup de temps sur le tracteur, moi je passais du temps sur le tracteur à aider mes parents, mais je passais aussi beaucoup de temps sur les pistes de karting ou autres. Donc, oui, en fait, c'était un peu écrit que mon futur serait paysan, mais pas pour demain. Voilà. D'accord. À moyen terme, mais pas à court terme directement. Ok. Mais tu t'imaginais quand même devenir. Ouais, je m'imaginais parce que d'une, c'est un beau métier, c'est un métier très dur, mais c'est un beau métier. Et puis c'est vrai que quand on a l'exemple de ses parents, on a envie de le reproduire. Et puis il y a finalement mon père qui est parti de quelque chose de très petit et qui a réussi, qui a repris de son père, j'imagine. Ouais, qui a repris, mais après je vais pas rentrer dans ces détails là, mais c'était une petite ferme et il a réussi à développer l'exploitation par son travail et son courage et puis ses prises de risques. Ce qui fait que ça arrive aujourd'hui, c'est une belle exploitation et c'est vrai que c'est dur de se dire demain, on va pas perpétuer cette tradition familiale. Alors ma sœur, entre-temps, a pris la main, donc elle reprend, donc c'est génial. C'est très moderne pour le coup. Exactement. Mais je me dis qu'un jour, peut-être il y a de quoi être à plusieurs dessus. Donc on verra de quoi il fait le futur. Donc je l'ai toujours pas mis de côté. On verra ce que ça donne. Quoi. Ok. Donc tu fais cette année de F4, voilà. Une sorte de sport-études. Sport académie. Sport académie, voilà. Sport académie. Autosport académie. Autosport académie. Et donc au final, on s'est arrêté au moment où il te disait soit tu y vas, soit j'arrête tout. Donc j'y suis allé. Ok. Voilà. Mais donc pour le coup, là, t'as eu Et t'avais quel âge à l'époque ? Là, j'ai 17-18 ans. À l'époque, t'as cette personne qui... Enfin, je veux pas tout rapporter à moi parce que c'est ton interview, mais moi, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait du karting, j'avais des sponsors aussi. Et c'est assez dur quand t'es aussi jeune d'être en relation avec des gens assez âgés, de prendre des décisions aussi importantes. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu à l'époque. Ouais, c'est assez dur, mais... Parce que ces gens-là ont un recul, tu vois. Et toi, bien quand sûr, on te dit ça, enfin, je veux dire, on n'a pas la maturité, de réflexion, etc. Après, c'est une personne avec qui j'ai passé énormément de temps, qui à ce moment-là, ça fait déjà 4 ans qu'on se côtoie et qu'on est très souvent ensemble, on s'entend très bien. Donc il y a une relation. C'est plus qu'un sponsor. Oui, c'est un ami, c'est un vrai ami. C'est pas une relation père-fils, mais c'est une relation de parrain un petit peu. Voilà, mentor, c'est un peu mon mentor, parrain. Donc il y a une confiance mutuelle et on n'a pas besoin trop de se parler pour se comprendre. Donc finalement ça m'a aidé aussi. C'est une personne sur laquelle on s'appuie et on fait confiance. Et donc, on sait qu'il veut notre bien. Et donc, on a tendance aussi, en plus de nos parents, à suivre les décisions. Voilà. Il t'encourage et t'y vas, quoi. Exactement. On fait cette année-là, qui a été très, très bonne. Pourquoi ? C'est assez simple. Il y a quand même pas mal de pilotes qui préparent
ces années parce que quand on arrive en monoplace, il faut gagner tout de suite. Mais pour ça, faut le savoir, il faut avoir l'expérience et c'est beaucoup plus simple. On a une famille de personnes qui sont dans le sport automobile depuis toujours. J'étais pas commencé à s'entraîner. Voilà. Et donc moi, j'arrive à l'Autosport Academy sans avoir jamais effectué un tour dans ma vie dans une monoplace. Ce qui est particulièrement spécifique. C'est très rare parce que tout le monde le prépare. Ouais. Et cette année-là, face à moi, j'ai 2 redoublants. Un qui avait fait 4e du championnat et l'autre qui avait fait 2e du championnat l'année d'avant. Qui étaient 2 très bons pilotes. Plein d'autres pilotes. Et puis je vais citer des pilotes qui aujourd'hui ont bien réussi. Stoffel Van Dorn, Norman Nato et Mathieu Jaminet. Et donc, à mi-saison, je suis que 9e du championnat. Parce que en fait il a fallu que j'apprenne et puis un peu de manque de réussite, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je suis que 9e. Par contre, entre la mi-saison et la fin de saison, c'est moi qui marque le plus de points, c'est moi qui fais la meilleure deuxième partie de championnat, et finalement c'est ça que les écuries au-dessus et que les professionnels du secteur regardent, parce que ça montre le potentiel d'un pilote, et ça montre que, oui, au début, il n'était pas préparé comme les autres. Les autres, ils avaient déjà fait des rookie tests Red Bull pour essayer d'être pris dans les junior team Red Bull. D'autres avaient déjà fait 20 journées d'essai à Spa-Francorchamps parce que c'était un des pilotes de l'équipe de Belgique, on va dire. Donc, on t'a jugé sur ton. Donc, on m'a jugé sur ma progression, exactement. Qui a été plutôt bonne, et donc je finis 4e du championnat à la fin. Et en parallèle de ça, à la fin de saison, j'ai été faire un volant. À l'époque, il y avait le volant Elf, il y avait les volants gauloises, etc. Et moi, à mon époque, c'était le volant Euro Formula. Le volant gauloise, on est dans une autre époque. Là, ça remonte un petit peu. Mais moi, à mon époque, c'est le volant Euro Formula. Ok. Et je vais faire cette compétition. On est 40 pilotes avec plus ou moins d'expérience. On va dire que je fais partie des pilotes qui ont une expérience moyenne. Il y en a qui en avaient plus, d'autres moins. Et je gagne ce volant Euroformula qui me donne une bourse, qui confirme ma progression de fin d'année et qui attire qui me permet d'être attractif au niveau des équipes et qui me permet tout simplement d'évoluer, de passer en Formule Renault 2 litres, où là je vais faire ensuite 2 saisons avec Tech One Racing, qui a été un petit peu la référence en Formule Renault 2 litres. Pareil, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré de nouveau. Donc mes sponsors historiques m'ont accompagné, m'ont aidé en investissant un petit peu plus. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer d'autres partenaires en plus qui ont pu compléter ce budget qui était astronomique. Mais c'est un peu à l'image finalement de ma carrière, où à chaque fois je me dis je ne pourrais pas aller l'année prochaine, et puis mes résultats et les rencontres m'ont toujours permis de monter d'un cran au-dessus. Donc je fais ces 2 années derrière donc c'est 2011-2012 de Formule Renault 2 litres. Et en parallèle, j'avais arrêté en Formule Renault 2 litres, j'ai arrêté mes études. Ok. Voilà. Donc tu as 17, 18... Non, là, donc j'ai 20 ans. 20 ans et tu arrêtes tes études. Ouais. En fait, j'ai été jusqu'au bac. J'ai commencé un BTS agricole. Ouais. Et puis, ils ont été moyennement compréhensibles avec moi sur mon emploi du temps pour adapter un petit peu les choses. Et en milieu d'année, j'ai dit bon, je peux plus, donc j'arrête et je me concentre pendant 2 ans, tant que je suis en objectif entre guillemets Formule 1 au sport. Il y avait un objectif quand même. À partir du moment où je quitte l'Autosport Academy pour basculer en Formule Renault 2 litres, on part en effet dans un objectif Formule 1 à ce moment-là. Ok. Parce que je suis en coéquipier, j'ai Carlos Sainz, j'ai Daniel Kvyat, j'ai Nick De Vries, j'ai Pierre Gasly, j'ai Esteban Ocon, et j'en oublie plein. Mais tous ceux quasiment qu'on voit en F1 aujourd'hui ont été à un moment mes coéquipiers. Albon. C'est incroyable. Donc là, tu as cité bien sûr ceux qui ont les plus grosses réussites. Ouais. J'imagine qu'il y en avait plein d'autres qui... On était 45. Ouais. C'était, et puis encore, il y a plein d'autres. Enfin, je pourrais en citer des tonnes. Robin Frinch, qui est un excellent pilote aussi, qui gagne le championnat cette année-là. Alex Lynn. Enfin, il y avait c'était une année, en fait, s'il faut le rendre, c'est qu'il y avait la formule de promotion idéale avant, c'était la formule BMW. Et tout le monde commençait par soit l'Autosport Academy, soit la formule BMW. Mais la formule BMW, c'était allemand, il y avait un constructeur derrière, donc ça attirait un peu plus. Sauf pour les Français, qui les Français, eux, allaient plus à l'Autosport Academy. Sauf que quand j'ai fini l'Autosport Academy, il y avait des pilotes qui avaient déjà 2 années d'expérience en formule BMW, mais la formule BMW s'est arrêtée. Et donc, tous ces pilotes-là se sont retrouvés à aller faire la Formule Renault 2 litres. Et donc, on s'est retrouvé à être une année à 45 pilotes
et 45 pilotes qui avaient gagné des championnats à droite, à gauche, et un niveau de dingue. Et vous étiez tous sur le... Vous partiez à 45 ? C'était une grille à 45 ? On partait à 45. Waouh. Ouais. Ok. Et même à Spa, à un moment... Sur des monoplaces. Sur des monoplaces. Ouais, c'était sport. Et c'est pour ça que quand on faisait... moi, je fais 9e de ma première saison, un des meilleurs rookies. Ça faisait partie des très beaux résultats parce que j'étais rookie, j'avais pas d'expérience en 2 litres. J'avais fait 3e aussi du championnat Alps. En fait, je faisais 2 championnats, le championnat Alps et le championnat Eurocup. L'Eurocup, ça s'appelle Eurocup, mais finalement, c'était le championnat du monde. Et l'Alps, on va dire que c'était un championnat du monde dégradé, donc on pourrait appeler ça le championnat d'Europe, quoi. Ok, mais ça devait cartonner, non ? Il y avait des... Je me rappelle avoir vu plusieurs fois Albon sur le toit. Génial. Et donc après, tu te retrouves à finir finalement ces 2 ans. Hein, voilà, je fais 2 ans comme ça. La première année avait été très bonne. Je fais 9e et 3e. C'était très bien pour un rookie. Et par contre, la deuxième année, il fallait que je gagne. Okay. Et en fait, je refais que 3e du championnat Alps. Je fais 11 podiums sur 14 courses. Mais cette année-là, c'est Daniil Kvyat qui gagne le championnat. Et en Eurocup, je fais que 6e. Il me manquait un petit peu de performance cette deuxième année. Et voilà, petite anecdote, dernière course de la saison, Nyck de Vries était 5e, moi j'étais 6e et on avait 1 point d'écart. Et donc c'était le pilote qui allait finir devant l'autre, qui rentrait dans le top 5. Ça a une importance d'être 5e, c'est quand même mieux que 6e. Nyck de Vries qui juste dimanche dernier a fait son entrée en F1 en pilote de remplacement et qui a gagné, enfin qui a marqué des points. Donc, exactement. Pour une première course, ce qui est assez exceptionnel. Donc c'est dire le niveau de pilotage de ces personnes. Voilà, Nyck de Vries, c'est le pilote. Ça devait être le futur Hamilton. Ouais. Et puis finalement en monoplace, il a fait des bons résultats, mais il a un peu tardé à faire les bons résultats. Et donc il est quand même aujourd'hui champion du monde de Formule électrique. Pilote de réserve Toyota aux 24 heures du Mans. Et puis là, il se rapproche, je pense, il va être, si c'est pas l'an prochain officiellement en Formule 1, en tout cas, on n'en est pas loin. En tout cas, il a tout fait pour. Hein. Voilà, il a tout fait pour. Il a été suivi par McLaren depuis toujours, après par Mercedes. C'est un excellent pilote. Et donc, sur cette dernière course, il pleuvait en début de course et lui était parti en pneu pluie, moi en pneu slick, et il s'était mis à sécher. Et donc, il était devant moi. Mais je le rattrapais énormément. Il a fait un tête-à-queue. À Barcelone, dans le virage 9, et il m'a vu arriver. Et donc là, il a accéléré, tout simplement pour me percuter et faire en sorte qu'on abandonne tous les deux. Donc, il finit 5e du championnat et je finis 6e du championnat. Après, voilà, c'est un peu la loi du sport. Et comment ? Et tu l'as percuté ? En fait, il était en tête à queue au milieu de la piste. Ah, okay. Et quand il m'a vu arriver, il a accéléré pour que... Bien joué, Nick. Voilà. C'est ça. Et l'an dernier, on a fait une manche de championnat du monde ensemble avec Jumbo en LMP2. Ouais. On était coéquipiers, on a gagné ensemble. Donc voilà, c'est un peu... Ouais. Finalement, la carrière d'un pilote automobile, on va rencontrer tout au long de notre carrière tous les pilotes. Et on va avoir des histoires un peu avec chaque pilote. Et puis après, finalement, je dis pas qu'on est amis, mais du karting parce qu'il y a des gens, j'imagine, avec qui tu as piloté en karting que tu côtoies toujours aujourd'hui. Exactement. Et même avec qui tu pilotes toujours aujourd'hui, quoi. Exactement. Robin Fringe, donc on va dire que si on prend, il y a les pilotes de Formule 1 et on va dire qu'il y a 2 pilotes dans le monde en dehors des pilotes de Formule 1 qui ont la plus grosse cote possible. On va dire c'est Nyck de Vries et Robin Fringe. Robin Fringe qui a gagné quand même Formule BMW, Formule Renault 2 litres, Formule Renault 3.5 en 3 années. C'est avec Oscar Piastri qui là accède en Formule 1. C'était du jamais vu avant ça. Donc ça fait partie des références. Et de toi, ce que tu as vu justement de ces références-là, parce qu'il y a quand même, on voit que le but de certains, c'est d'accéder à la F1, quoi, qui est considéré comme étant la catégorie reine, même si moi je considère perso que de courir comme toi t'as fait Daytona ou le 24 heures du Mans, c'est aussi quelque chose d'incroyable, mais bon voilà, la F1 est quelque chose, la catégorie reine. Pour accéder à ça, tu as cité des pilotes qui ont de la réussite, mais qui finalement n'iront peut-être jamais. Donc, à quoi ça se joue ? À l'argent ou il y a aussi du management ? Ça se joue à une multitude de facteurs qui s'alignent genre par exemple moment. Moi, qu'est-ce qui s'est pas aligné pour le fait que tu n'ailles pas en F1 ? Est-ce que c'était une volonté ? Est-ce que c'était... Non, c'était pas une volonté. Ce qui s'est pas aligné, c'est que j'ai commencé trop tard. Donc j'ai couru en fait
un petit peu après mon retard. Trop tard en termes d'âge. En termes d'âge, voilà. Et je l'ai un peu rattrapé, mais finalement, je suis plus de la génération Jean-Éric Vergne, Jules Bianchi. Ok. Mais je me battais entre cette génération et la génération Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui ont 2-3 ans de moins que moi. T'es arrivé un petit peu trop vieux, quoi. En fait, à aucun moment, on pensait que potentiellement un jour, je serais pilote professionnel. Et donc, au début, en fait, mes premières années en karting, c'était dans des formules qu'on appelle de promotion, où mes 3 premières années de karting, il n'y a aucun pilote qui était avec moi sur ces 3 premières années de karting qui sont aujourd'hui pilotes professionnels, parce que les pilotes qui avaient une trajectoire pour être pilote professionnel n'étaient pas dans ces catégories-là, étaient dans des catégories déjà plus professionnelles, qui coûtaient plus cher, et ce n'était pas du tout mon cas. Moi, finalement, j'ai fait les catégories de promotion. Vu que ça a très bien marché, le patron de mon équipe a dit Paul Loup, faudrait aller faire les catégories Rennes en karting. Mais finalement, j'ai fait 2 années de karting au plus haut niveau, et après j'ai basculé en voiture, alors que un Charles Leclerc, un Pierre Gasly, Esteban Ocon, ils ont fait 10 années de karting dans les catégories où il fallait être à ultra haut niveau. Donc moi j'ai couru après les D'ailleurs, étapes. Il y a cette fameuse vidéo de Leclerc et de comment il s'appelle, le pilote Red Bull, Verstappen, pardon, qui ont 12 ans, 13 ans, et qui s'engueulent, quoi, et qui viennent de se percuter ou je sais pas quoi, et il dit c'est une incident, tu vois, ce qui est incroyable. Il y a même des interviews, enfin voilà, donc c'est dire le niveau, il y a un suivi médiatique, ils ont 12-13 ans. Ils sont en équipe de France karting très jeunes. C'est déjà et puis c'est pas je me balade sur une piste avec ma petite remorque et ma tente voilà, c'est exactement ça. Et puis pour moi, le parcours idéal aujourd'hui pour être pilote de Formule 1, c'est soit avoir un père qui était pilote, soit être d'une famille qui a aucun problème financier et qui peut tout sponsoriser, soit avoir un père qui avait une piste de karting. Et si on regarde un petit peu les profils des pilotes aujourd'hui qui ont vraiment percé en Formule 1, quelque chose de... voilà, c'est quasiment que ça. Et donc moi, j'étais un petit peu l'intrus au milieu de tout ça, qui essayait, qui en a été pas loin, mais c'était un peu tard. Et puis c'est pareil, on était un peu en discussion avec certains junior teams, sauf que ils me disaient oui, mais regarde, tu te bats avec des pilotes qui ont 2 ans de moins que toi. Alors pas tous, mais voilà, ceux avec lesquels ils faisaient référence avaient 2 ans de moins que moi, pardon. Donc obligatoirement, ils étaient un peu plus attirés par ça. Moi, mes 2 années de Formule Renault 2 litres, pendant mes 2 années, j'avais 2 pilotes qui étaient dans un junior team. À l'époque, c'était le junior team Gravity, qui a été ensuite le junior team Lotus F1. Mes 2 années de suite, j'ai battu mes coéquipiers qui étaient eux dans un junior team. Donc suite à ça, eux ont été entre guillemets renvoyés du junior team, parce que le premier adversaire c'est le coéquipier, et si on se fait battre par le coéquipier, c'est jamais bon. Donc eux ont été exclus un petit peu de ces junior teams. Mais vu que j'étais un petit peu trop âgé pour vraiment espérer et rêver à la F1, ils m'ont pas pris dans leur junior team en contrepartie. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Et je suis arrivé en fin 2012 où j'ai fait des tests en 3.5. 3.5, c'est l'équivalent de la F2. C'est ce qui se fait de mieux avant la Formule 1. À mon époque, c'était vraiment... Il y avait déjà la F2, mais qui s'appelait GP2, mais 3.5 ou GP2, c'était la même chose. J'ai fait des tests, ça s'est très très bien passé. Mais maintenant, fallait 1 million d'euros de budget. Et là, à un moment, on a beau avoir des personnes de la meilleure volonté possible qui m'aidaient énormément. Là, on rentrait dans des choses où on savait plus faire. Et c'est à ce moment-là où j'ai été contacté par Alpine pour basculer en endurance. Et je m'étais toujours dit, si un jour on m'appelle pour aller faire dans l'endurance et que ça me permette de devenir pilote professionnel, je ne manquerai pas l'occasion, parce qu'une fois une occasion, ça peut se présenter qu'une fois dans une vie. Et je m'étais dit, je resterai pas obtus sur la Formule 1. Je bifurquerai directement si l'occasion se présente. C'était pas tout ou rien, quoi. C'était pas tout ou rien. Et l'occasion s'est présentée. Donc en 2013, pour le coup, j'ai basculé chez Alpine en tant que pilote junior. Ok. Donc sur des prototypes. Sur des prototypes. Hein, exactement. Prototype Alpine Oreca. J'ai fait 2013 en tant que pilote junior, où en fait j'ai fait le championnat d'Europe. Voilà, ils m'ont appelé, c'était Philippe Sino. Donc t'avais quand même ta petite notoriété dans le milieu, quoi. En fait, c'était la renaissance de la marque Alpine à ce moment-là. À l'époque, Et puis, bien évidemment, Alpine a voulu s'engager en endurance et a été chercher un petit peu les jeunes espoirs français.
Et donc, j'avais un petit peu mon profil d'un pilote qui allait vite parce que j'avais fait des beaux résultats et qui, en plus, un pilote assez... je pense que le fait d'avoir poursuivi mes études aussi un petit peu m'a donné une image d'un pilote qui réfléchissait aussi, qui prenait pas des risques inutiles en piste. Et c'était, je pense, aussi mon cas. Donc ça m'a aidé, je pense, à ce qu'Alpine ait confiance en moi pour bifurquer assez rapidement en endurance. À cette époque-là, on est en 2013, j'ai 22 ans. Je suis quasiment le pilote le plus jeune de l'endurance. Donc t'es passé à le petit vieux... Non, je rigole, je dis le petit vieux dont on veut pas, tu vois, au plus jeune de l'endurance, quoi. C'est ça, finalement. C'est ça, j'ai été un des premiers pilotes à montrer la voie en disant si le futur c'est pas la monoplace, faut pas hésiter à partir tôt en endurance. Aujourd'hui, les pilotes, ils arrivent en endurance à 16, 17, 18 ans. Ouais. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé à 22 ans en endurance, les gens étaient surpris de me voir arriver si tôt en endurance. C'est ça qui était marrant. Là, en début de discussion, tu disais l'endurance est très porteur aujourd'hui. Énormément. Et la transition, elle s'est faite à quel moment ? La transition, elle est... de l'endurance, c'est la partie un peu petit vieux, c'est la fin, les pilotes un peu sur le retour, fin de carrière, à aujourd'hui de dire, en fait non, c'est vrai, il y a des pilotes jeunes, des gros investissements, des grandes marques. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. De un, l'endurance d'il y a 20 ans n'est plus la même endurance que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on roule à 100%. En endurance, ouais. On va dire, on prend quasiment les mêmes risques en endurance qu'en sprint. Ouais. Ça se voit, premier tour cette année au Mans. Voilà. Il y a 20 ans, pour gagner les 24 heures du Mans, il fallait les finir. Ça, c'était la base. Et il fallait espérer ne pas avoir de problème mécanique, mais potentiellement, même avec un petit pépin mécanique, on pouvait toujours faire podium ou gagner les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, si on fait la course parfaite, sans aucune erreur, sans rien, on n'est pas sûr d'être dans le top 5. Il faut faire la course parfaite. Il faut la course parfaite et de la performance absolue. Ce qui fait que les équipes en endurance regardent de plus en plus des jeunes pilotes vraiment affûtés parce que il faut les pilotes les plus rapides possibles pour aller gagner. Mais affûtés, mais comme tu dis, avec un peu d'esprit, d'expérience pour pas s'envoler dans les arbres au 3e tour du Mans, quoi. Ouais. Donc, il y a un peu ça. Il y a le facteur que l'endurance aujourd'hui, c'est devenu tellement un sprint de 24 heures que faut aller vite en permanence. Donc, on va rechercher un peu aussi des pilotes parfois un peu jeunes qui sortent de la monoplace et donc qui ont normalement un profil d'être très rapide. Après, il y a un autre facteur aussi qui est que le sport automobile a quand même évolué. Pendant très longtemps, le sport automobile était un sport où fallait avoir de l'argent, mais on pouvait être fils de mécanicien et s'en sortir et après être sponsorisé. Aujourd'hui, on est quand même dans un sport où il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent de famille et donc qui finalement ont un petit peu des fonds sans fin pour participer et pour faire du sport automobile. Et donc, à l'époque, ils essayaient d'aller en Formule 1, ça marchait pas, ils n'arrivaient pas à avoir un contrat avec un constructeur à côté, et ils arrêtaient. Voilà. Ah ouais. Et donc finalement, après, ceux qui revenaient en sport automobile, en endurance, c'est ceux qui faisaient quelques années en Formule 1 et puis après la Formule 1, hop, ils rebasculaient en endurance, ou ceux qui avaient réussi à avoir un contrat en endurance tôt, mais il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, on a énormément de pilotes, malgré tout, qui ont beaucoup d'argent, qui essayent d'aller en Formule 1, qui n'y arrivent pas, et qui ont encore beaucoup d'argent à investir. Et donc, ils se disent, il y a quoi ? Il y a la Formule 1, et puis à côté, en fait, l'endurance, c'est ce qui se fait de mieux en voiture, hormis la Formule 1. Et donc, ça attire de conduire des voitures exceptionnelles, donc ils bifurquent aussi beaucoup plus en endurance. Et troisième facteur, on arrive avec le centenaire des 24 heures du Mans qui va arriver. Beaucoup de constructeurs sont revenus en endurance. Ouais. Beaucoup de constructeurs, ça veut dire qu'il y a des places potentielles pour les pilotes. Et donc, dans un plan de carrière, quand avant il y avait que 2-3 constructeurs en endurance, on se disait les places quasiment il y en a une par an au mieux.
Là, les places se réouvrent un Puis petit il y a peu. aussi Donc des bonnes évolutions, les hypercars, voilà, la manière dont ils ont un peu transformé il y a une refonte un petit peu monde, du championnat du monde d'endurance qui s'est associé aussi avec l'IMSA, qui est le championnat américain, ce qui permet aux constructeurs d'avoir des voitures qui vont à la fois être homologuées pour le WEC, donc le championnat du monde d'endurance, World Endurance Championship, 24 heures du Mans, mais aussi pour l'IMSA, le championnat américain. Donc, d'un coup, il y a eu un attrait qui est revenu pour l'endurance, même si on voit que l'attrait reste énorme pour la Formule 1 et encore plus que jamais en ce moment. Ça explose. Ouais. Et donc, toi, là, donc, tu dis un peu après 2010, tu rentres chez Alpine. Comment ça se passe? Après 2012, ouais. 2012, ouais. Eh bien, je fais donc une année en tant que pilote junior chez Alpine en 2013, où là, je conduis, je fais le championnat dans une voiture qui s'appelle une LMPC à l'époque. C'est un petit prototype où je gagne le championnat d'Europe et je fais, dans la catégorie LMPC, et je fais la journée test des 24 heures du Mans avec Alpine, mais je fais pas les 24 heures du Mans, je fais juste la journée d'essai avec eux. Suite à ça, vu que je fais une bonne année, ils décident de me promouvoir entre guillemets pour 2014-2015, où je fais 2014, on fait champion d'Europe avec Alpine en LMP2, on fait 3e des 24 heures du Mans. 2015, on bascule en championnat du monde, on fait 4e du championnat du monde, on gagne une manche à Shanghai, on fait 3e à Fuji, donc on fait ou 2e à Fuji, je sais plus trop, on fait des beaux résultats. Voilà, ça a été un petit peu la suite logique derrière avec Alpine. Et ce qui est marrant, c'est que tu passes finalement d'une compétition où tu es tout seul dans la voiture à une compétition où vous êtes plusieurs. Enfin, dans la voiture, tu es tout seul, mais dans le paddock, vous êtes 3 à 4. Et il y a un moment où finalement tes performances dépendent pas que de toi-même. C'est ça. Et comment tu vis ça? On le vit, on n'a pas le choix déjà, et puis on le vit bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en monoplace, en effet, c'est notre voiture. Et si on fait une erreur, on est les seuls à en payer la conséquence. Par contre, en effet, en endurance, on est 3 pilotes. On se partage la voiture à 3 pilotes. Et il faut réussir à se faire confiance, prendre du recul. Savoir que si on veut gagner, faut mettre nos coéquipiers dans les meilleures conditions possibles aussi, parce qu'on ne va pas gagner tout seul, on va gagner à plusieurs. Et puis accepter le fait qu'on soit tous humains, qu'un jour... mon coéquipier fera sans doute une erreur et puis le lendemain ce sera peut-être à moi de faire une erreur. Donc c'est prendre un petit peu de recul en se disant que on fait du mieux qu'on peut. Et du coup faut pas être un pilote trop, parce que c'est un sport, c'est pas un sport d'équipe quand t'as fait du sport auto, voilà, t'es pas dans une équipe de foot quoi, tu t'es tout seul à ton volant et c'est très solitaire quoi. Et c'est quand même une certaine transition quoi, de passer de performance seule à voilà, être plusieurs, à se dire que finalement il y en a un. Enfin, en fait, il faut avoir une équipe ultra homogène, je pense. Non, ça fait partie. C'est un peu la clé. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on est à la fois un sport d'équipe maintenant où on est 3 pilotes à partager la même voiture, mais ça reste quand même un sport individuel. Si mes coéquipiers font des super résultats et que moi je fais pas de résultats, ma carrière elle va s'arrêter vite. Mais inversement aussi, si moi je fais des bons résultats et que mes coéquipiers ont plus de mal, normalement on verra que j'ai fait quand même des bons résultats. Le mieux c'est de trouver les bons coéquipiers avec lesquels on s'entend très bien, où on pense à l'équipe avant de penser à soi. Et dans ce cas-là, c'est souvent là où on arrive à se mettre le plus en avant individuellement, mais aussi en équipe. Et c'est ce qu'il faut réussir à créer. Alors, c'est pas toujours évident, mais si on a la chance d'avoir les bons coéquipiers dans la bonne équipe, finalement, ça devient hyper enrichissant parce que des émotions, quand on les vit seul, elles sont géniales, mais quand on les partage avec d'autres personnes avec qui on s'entend très bien, c'est encore mieux. Donc ça apporte aussi, ça apporte beaucoup. Et puis on progresse, on se tire mutuellement les uns avec les autres. Souvent on dit que le coéquipier c'est notre premier adversaire, c'est la vérité, parce que c'est la personne avec qui on est comparé. À voiture égale. Voilà, on a la même voiture avec les mêmes réglages. Donc si je vais 2 dixièmes plus vite que mon coéquipier, c'est bénéfique pour moi. Par contre, si je vais 2 dixièmes moins vite, c'est négatif. Après, c'est faire en sorte d'avoir la voiture la plus performante pour les 3 pilotes. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre les très bons pilotes et les très bons pilotes d'endurance. Qui arrivent à s'adapter au réglage qui arrivent à s'adapter de l'autre, et qui arrivent aussi à
à guider, à se mettre un peu en retrait, parfois en termes de confort ou autre, pour permettre à ses coéquipiers d'être aussi confortables dans la voiture. Ouais. C'est un confort moyen entre vous trois, quoi. C'est faire, trouver les petits sacrifices qui vont pas impacter notre performance, mais qui vont aider nos coéquipiers à être performants. Et donc après, quand tu sors d'Alpine, là, tu continues à croître, je veux dire, tu continues ta carrière, quoi. Ouais, en fait, à un moment, il y a des plans de carrière, et puis les plans sont respectés ou non. Parfois, il faut savoir un peu changer le plan initial si on estime que les engagements n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Et en 2016, il y a une équipe qui a été montée par Fabien Barthez et Olivier Panis, donc qui s'appelait Panis Barthez Compétition, et ils m'ont demandé d'aller les aider pour la première année avec mon expérience qui n'était pas énorme, mais j'avais 2 années d'expérience en LMP2 en ayant des gros résultats, donc de les aider à tirer l'équipe vers le haut. Et c'est une équipe qui s'est appuyée sur une autre structure, Tech One, avec laquelle j'avais piloté en 2011-2012 en Formule Renault. Donc c'était une très très bonne équipe de sprint. Par contre, j'avais pas trop d'expérience en endurance, donc mon objectif a été vraiment de les aider à monter en puissance tout au long de la saison, d'aider Fabien Barthez qui était pilote, donc qui était mon coéquipier cette année-là, l'aider à prendre ses marques, et puis voilà. Contrairement à Panis, n'était pas un pilote. Voilà, Olivier Panis, lui avait un rôle de team manager, mais pas de pilote dans l'équipe. Non, il pilotait pas. J'avais un autre coéquipier, Timothée Buré, un jeune Français qui était très bon, mais pareil, qui n'avait pas l'expérience de l'endurance, donc j'avais un peu ce rôle qui était un rôle intéressant pour moi, de leader de l'équipe. Formateur, aider Fabien Barthez à comprendre l'endurance, il connaissait bien l'endurance, mais à comprendre une LMP2, parce qu'il y a de l'aéro, ça fonctionne différemment des GT, il était en GT avant. Et puis Timothée Buré, qui lui découvrait l'endurance, j'étais très rapide, mais qui découvrait l'endurance, donc l'aider aussi à prendre ses marques en endurance. Donc j'ai fait une année avec eux, où ça s'est très très bien passé, mais après j'ai été contacté en 2017 pour rejoindre IDEC avec un beau projet. Et le projet, alors d'IDEC à l'époque, chez qui tu es toujours aujourd'hui, il n'existait pas, il était en cours de construction. Ouais, ok. Ils avaient fait l'année 2016 en LMP2, mais c'était leur première année en LMP2, ils avaient eu des difficultés, ils ont fait une année correcte, mais difficile malgré tout. Et un petit peu au même titre que Panis Barthez Compétition, ils sont venus me chercher pour les aider à passer un step et à ce que je leur amène leur expérience en LMP2. Et c'est vrai qu'on s'est très bien entendu. J'ai la chance d'avoir la confiance de Patrice Lafargue, donc qui est tout simplement le patron, et Paul Lafargue, qui est mon coéquipier, qui est donc mon coéquipier depuis 2017, donc c'est plus qu'un coéquipier aujourd'hui. C'est un vrai ami. Qui est le fils. Qui est donc le fils de Patrice Lafargue. Et en fait, ce que j'ai toujours apprécié chez IDEC, c'est que c'est à la fois une équipe familiale, mais avec des ambitions, et donc ils font vraiment très très bien les choses, tout en n'oubliant pas qu'on est là aussi, ça reste du sport. Voilà, c'est un sport, on est là pour gagner, mais il ne faut pas oublier le côté plaisir. Et donc, on a passé vraiment des super moments ensemble. On a fait la 3e du championnat d'Europe en 2018. On a gagné le championnat d'Europe en 2019. On a fait la pole des 24 heures du Mans en 2018. Et on a gagné là à Monza il y a 2 mois. On a gagné ensemble. On a passé plein de bons moments. Il nous a juste manqué, j'ai envie de dire, un podium aux 24 heures du Mans. On n'en est pas passé loin 2 fois. On a fait, je crois, 2 fois 5e, 1 fois 6e, et une année où on devait être sur le podium. Malheureusement, à peu de temps avant l'arrivée, on a cassé le carter de boîte de vitesse. Donc c'est de toute mon aventure avec IDEC jusqu'à présent, mon seul regret, c'est que je rêverais d'emmener Paul. Moi, j'ai eu la chance d'y monter déjà une fois sur le podium des 24 heures du Mans. Je rêve d'y remonter de nouveau parce que c'est fabuleux, mais j'aimerais pouvoir y monter avec Paul une fois dans ma vie parce qu'il mérite, et on a passé tellement des bons moments ensemble que c'est ce seul petit grain de sable qui est un petit peu frustrant. Ouais. Donc là, toi, aujourd'hui, tu cours toujours pour IDEC. C'est ça. Récemment, tu cours pour Richard Mille aussi. Exactement. Comment ça se passe? Comment parce qu'en plus, t'as aussi couru à Daytona, mais c'était pas avec... Non. Ouais. Comment on vient te chercher? C'est ça. On va dire que voilà, j'ai mon programme principal, qui est le programme avec IDEC. Et après, si jamais, c'est des accords que j'ai avec l'équipe, si jamais j'ai d'autres équipes qui me réclament pour faire d'autres courses
qui n'ont pas d'impact sur mon programme IDEC. IDEC me permet de les faire et je les remercie énormément pour ça. Donc ça fait 2 ans de suite que je peux faire Daytona avec une équipe américaine qui s'appelle ERA Motorsport, où on a gagné les 24 heures de Daytona l'année dernière en 2021. Donc c'était quelque chose d'assez génial, ma première participation. Ça fait quoi de gagner Daytona? Ça fait hormis le fait d'avoir une sublime Rolex Daytona au poignet gravé. Ça fait c'est une des plus grandes courses au monde, donc ça fait une case en moins qui reste à cocher. Enfin voilà, c'est une étape. C'est quoi les autres cases pour toi? C'est les 24 heures du Mans principalement. Je veux vraiment gagner les 24 heures du Mans. Après, on est beaucoup à y rêver, peu d'élus, mais... Tu penses que c'est possible aujourd'hui avec la structure que vous avez? Ouais, je pense que en LMP2, je parle de gagner dans notre catégorie, oui, c'est clairement possible. Cette année, on a fait des beaux 24 heures du Mans où on aurait, malheureusement, on perd la roue au bout d'une heure de course, ce qui nous met à 2 tours et demi de la tête de course, et on finit la course à 2 tours et demi de la tête de course. Donc, je pense qu'on n'aurait pas gagné la course, mais on serait battu pour le podium en tout cas. Et donc à partir du moment où on se bat pour le podium, c'est qu'on a les capacités de se battre pour la victoire en continuant d'améliorer tout encore un petit peu sur la voiture. Mais oui, c'est ce que je veux réellement. J'ai gagné 3 fois le championnat d'Europe donc le LMS, 2 fois en LMP2, 1 fois en LMPC. J'ai gagné des manches de championnat du monde. J'aimerais gagner le championnat du monde, bien évidemment. Mais plus que tout, je veux gagner les 24 heures du Mans. Ouais, c'est ton objectif. C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais du Paris-Dakar en comparaison avec la Beauce. C'est un truc que tu aimerais faire aussi un jour? C'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire, mais j'ai rêvé de le faire. Je rêverais de pouvoir le faire avec mon père, en fait, en coéquipier. Et qu'on fasse un jour je pilote, le lendemain il pilote. Parce que je pense que dans la conduite, dans le sable ou autre, il a sans doute des choses à m'apprendre aussi. Et puis c'est une aventure humaine que je trouve exceptionnelle, donc j'aimerais pouvoir un jour la partager avec mon père. Il y a peu de chances qu'on le fasse un jour, mais si jamais l'opportunité se présente, j'y réfléchirai parce que je pense que ça fait partie des courses mythiques et c'est sûr que c'est un de mes rêves. Et comment ils voient les choses aujourd'hui, tes parents? Eh ben, plutôt... Ils t'ont vu plutôt bien. Oui, ils m'ont vu progresser, ils m'ont accompagné. Un petit tour à Angerville, quoi. Ah bah c'est exactement ça. Non, ils ont pris beaucoup de recul. Ils ont été très très présents dans toutes mes années monoplace. Tout le début de ma carrière, ils ont été très présents. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une stabilité. Donc aujourd'hui, tu travailles chez IDEC. Voilà, en fait, aujourd'hui, je travaille chez IDEC. Je pilote pour IDEC et en parallèle, IDEC m'autorise aussi à piloter pour Richard Mille en championnat du monde et avec ERA Motorsport aussi pour Daytona. Donc, voilà, j'ai un peu aujourd'hui, je me gère tout seul et ça se passe très bien. Et donc, mes parents sont juste ravis pour moi, veulent toujours le mieux pour moi. Donc on peut toujours avoir mieux. Donc, on regarde toujours au loin. Mais il faut savoir aussi se satisfaire de ce qu'on a et regarder le nombre de coéquipiers qu'on a eu qui aujourd'hui ne sont plus en sport automobile. Donc non, ils sont juste ravis pour moi et ils n'oublient pas de me rappeler d'en profiter parce que je vis des choses exceptionnelles. Ouais, petit à petit, tu vois certains qui arrêtent, qui changent de voie, quoi. Alors que toi, tu arrives quand même à perdurer là-dedans. On est dans un sport où les gens ne le savent pas, mais sur la grille de départ des 24 heures du Mans, il y a au moins, voire je pense, je vais même dire, je pense qu'il y a 60%, 70% des pilotes qui payent pour être au départ des 24 heures du Mans. En championnat d'Europe d'endurance, il y a 70% des pilotes qui payent pour prendre part au championnat d'Europe d'endurance. Championnat du monde, 50%. Donc d'avoir la chance de vivre de ce sport, c'est quelque chose d'assez énorme. Toi, tu t'es rémunéré quand tu... Ouais. Alors, après, c'est pas toi qui paye, quoi. Moi, j'ai aucun frais lié au sport automobile et selon les courses ou autres, je suis rémunéré. Ouais. Ok, donc on vient de chercher vraiment. Exactement. Et comment aujourd'hui, comment t'arrives à gérer, toi, enfin, t'es un peu, allez, je dirais, schizophrène, quoi. Finalement, t'es
pilotes le week-end et en costume, t'es en costume chemise blanche devant moi, tu vois. C'est dur. Par exemple, j'étais à Fuji, donc avec Richard Mille là pour la manche du championnat d'Europe le week-end dernier. T'étais là-bas le week-end dernier et là Ouais, et pire que ça, j'ai fait du télétravail pendant les 12 heures de vol à l'aller et pendant les 12 heures de vol au retour. T'as une femme et un enfant. J'ai une femme et un enfant. Ce qui est quand même, tu vois, c'est... J'ai clairement je pense que c'est compliqué de faire beaucoup plus chargé que moi un emploi du temps. Ouais. Mais j'ai 30 ans. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ouais. Et puis, encore une fois, avoir un emploi du temps chargé pour avoir la chance de faire le championnat du monde à Fuji, dans une LMP2 qui fait partie de ce qui se fait de mieux au monde en voiture. Clairement je l'ai fait les sacrifices et je l'ai fait avec grand plaisir. Tu es aussi même commentateur et je commente aussi des courses. Donc, tu commentes les courses sur la chaîne L'Équipe. Ouais, je commente sur L'Équipe, sur Automoto la chaîne aussi. Donc c'est vrai que je pense que j'ai pas un week-end réellement de libre d'ici les vacances de Noël, mais c'est la vie que j'ai choisie et c'est sûr qu'à passer 40 ans j'aurais plus la même vie. Mais aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai l'énergie. Tu penses que ça peut pas durer En fait, tout ce que je fais, j'adore et je le fais avec grand plaisir, mais c'est un peu au détriment d'une vie de famille. Et aujourd'hui, voilà, je suis prêt à tous les sacrifices pour vivre de ma passion. À un moment, il y a certaines choses que je ferai sans doute moins parce que... Mais autour de toi, ça passe quand même. Oui, ça faisait aussi partie du deal un petit peu avec ma femme. Elle sait que le sport automobile est très important pour moi. Elle te suit beaucoup aussi. Donc, Elle me suit beaucoup. C'est ce qui nous fait vivre aussi, même si elle bosse, mais c'est ce qui nous aide aussi, bien évidemment, dans notre vie. Donc voilà, c'était un peu le deal. Et puis à côté de ça, c'est sûr que je me fais pas spécialement de soirée entre mecs. Voilà, dès que je suis au calme du sport automobile, je le passe avec ma femme, avec mon fils, et parce que la famille, finalement, pour moi, c'est le plus important. Et puis c'est là où je suis le plus heureux au monde. Donc voilà, c'est soit le sport automobile, soit le travail, soit ma famille. Mais il y a peu de choses autour. Je vais pas me faire un five avec des potes au foot parce que si je commence à tout faire, là ça sera plus compliqué. Et quel est le trait de caractère, l'état d'esprit je dirais le trait de caractère le plus important pour continuer à faire ce que toi tu fais derrière un volant? La persévérance et la remise en question. Je pense qu'on faut toujours persévérer. S'il y a de l'orage aujourd'hui, demain il fera beau. Faut jamais rien lâcher, et puis il faut aussi savoir se remettre en question. Mais j'ai l'impression que ça t'est aussi un peu tombé dessus. Tu vois, tu disais à chaque fois, chaque année, ça m'est totalement tombé dessus. Après, je pense que je l'ai provoqué aussi un petit peu. Ouais. Mais c'est évident que. Mais ça tu restes surpris, quoi. Ouais. Enfin, jamais j'aurais cru être pilote automobile. Jamais j'aurais cru faire les 24 heures du Mans. Jamais j'aurais cru gagner les 24 heures de Daytona. Enfin, c'était tellement loin de là où j'ai grandi. Que c'était impensable. C'est sûr que quand je compare, parce que je connais bien Pierre Gasly, enfin on se connaît tous de toute façon, mais ou Jean-Éric Vergne, c'était écrit. Jean-Éric Vergne, son père a une piste de karting, il a fait que ça et à 100% il l'a magnifiquement bien fait. Pierre Gasly, il vient d'où? Pierre Gasly, il vient de Normandie, ses parents l'ont mis au karting tout petit. J'ai un doute, je me demande je crois que son père peut-être en faisait un petit peu, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ils viennent tous les deux, ils sont voisins. Esteban Ocon, ses parents ont un garage. Voilà. Et ils viennent du même endroit, et depuis tout petit, ils étaient sur la piste ensemble dès l'âge de 5 ans en mini-kart à se battre. Ils étaient programmés pour. Et après, être programmé, c'est bien. Y arriver, c'est autre chose. Et ils ont réussi et c'est fabuleux. Et ils ont eu le talent d'y arriver. Voilà. Mais moi, j'étais pas du tout programmé pour ça. Moi, j'étais programmé pour être paysan. Et puis, finalement, je pense avoir pas mal réussi quand même. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ton imagination, est impossible et pourrait finalement devenir possible? Alors, impossible et qui n'arrivera jamais, c'est la Formule 1, ça c'est évident, ça, et parce que c'est hors de portée maintenant par rapport à ma carrière.
Après, je dirais pas impossible parce que c'est possible, mais mon rêve maintenant, c'est de passer dans la catégorie hypercar. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi la suite? Et de gagner Le Mans au classement général. Ouais, ok. Voilà. Ça, c'est un rêve qui va être difficilement accessible, mais why not? Ce serait retourner chez Alpine. Ce serait, il y a beaucoup. Alpine sera un hypercar. Ils y seront en 2024. Ils y seront en 2024. Il y a beaucoup de constructeurs. Faut appeler Laurent. Donc, Laurent aussi. En tout cas, faut continuer à faire des belles performances en piste pour s'ouvrir les portes. Ouais. Et donc toi, c'est ça pour toi ton avenir? C'est mon objectif. Ouais. Sans oublier la partie travail qui est malgré tout une sécurité. C'est bien de faire tous les sacrifices pour le sport automobile, mais j'ai une famille aussi à faire vivre. Et t'as jamais envie justement de trouver un job vraiment connexe au sport automobile, je sais pas, travailler dans un team Le jour où je serai plus pilote, j'y réfléchirai. Ouais. Ok, ça roule. Bah écoute, merci beaucoup Paul Loup. C'est moi Arnaud. C'était cool de t'avoir pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir écouté. Et puis on se retrouve pour l'épisode 2 très bientôt. Salut. Ciao. À très vite.